Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café où je vous propose chaque jour de la semaine un condensé des actualités autour du développement à connaître. Et la bonne ou mauvaise nouvelle selon votre point de vue, c'est qu'il y aura beaucoup moins d'actu autour d'Apple aujourd'hui, parce qu'il faut quand même l'avouer que la semaine dernière, ils avaient quand même un tout petit peu coupé l'herbe sous le pied à tout le monde. Et juste pour que vous en soyez bien convaincus, aujourd'hui il sera question de Snapcraft qui est la boutique d'appli sur Ubuntu, ou encore de Reddit en passant par un certain hub pour les adultes, mais je vous dirai pas le nom, et qui justement qui fait appel à l'aide, pardon. Mais juste avant de découvrir plus en détail ces sujets, aujourd'hui on est le 12 juin comme vous pouvez le voir juste ici, et si on replonge dans les archives de 94, c'était la création de FranceNet qui était le premier fournisseur d'accès à internet en France. Il était pour les particuliers et il mettait à disposition un kit de connexion sous la forme d'une disquette. Et ce FAI, il était d'ailleurs créé par le créateur du Nambastag, mais si toutefois vous n'en avez jamais entendu parler, c'est que dès l'année 2000, FranceNet a changé de nom avant d'être revendu l'année suivante. Alors bon, je sais pas si vous avez eu l'occasion de l'utiliser, mais en tout cas surtout n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Allez, en tout cas si c'est pas votre c'est pas grave parce qu'on enchaîne tout de suite avec les actus de ce 12 juin 2023. Et la principale info du jour, c'est bien sûr la grève qui doit démarrer aujourd'hui sur les subreddits pour dénoncer le changement de cap sur Reddit autour de ses API. Car pour faire rapide, au 1er juillet, elle deviendra en grande partie payante et les tarifs demandés sont exorbitants, à tel point que le client iOS Apollo a chiffré un coût de plusieurs millions de dollars chaque année. Et avant même que je vous détaille l'état actuel des choses, plusieurs clients sur Android comme sur iOS et donc le fameux Apollo aussi, ont annoncé stopper purement et simplement leurs clients alternatifs car les coûts y sont bien trop élevés et trop peu de personnes seraient prêtes à payer pour couvrir ces frais. C'est donc pour ça qu'au moins aujourd'hui des milliers de subreddits ont décidé de passer en privé, et selon les chiffres de ce site dédié, il y en aurait un peu plus de 4000. Mais ce chiffre, il peut être lu de deux manières. Soit en rigolant un tout petit peu quand on sait qu'il y avait plus de 2,8 millions de subreddits en 2021, soit en regardant plutôt les chiffres et en remarquant que ce sont les plus gros subreddits de la plateforme qui y participent. Donc concrètement, à partir d'aujourd'hui, il y a de très fortes chances pour que vous n'ayez accès à plus rien de très intéressant. Et là-dessus, pensant bien faire, Reddit a communiqué pour faire enfin preuve de transparence, et il réitère qu'une version gratuite existera toujours, mais elle sera limitée à 100 requêtes par minute pour les utilisateurs authentifiés, sinon ce sera 10 seulement. Et selon eux, 90% des clients tiers tombent dans cette catégorie. Et il justifie ensuite les prix par le fait que c'est une entreprise qui doit à minima couvrir ses dépenses, et il détaille aussi d'autres points, mais clairement, mis à part mettre un peu plus d'huile sous le feu, cette clarification, elle est plutôt contre-productive. Et en parallèle de ça, je suis tombé sur ces stats qui montrent la différence de téléchargement sur l'App Store entre l'application officielle Reddit et Apollo. Et pour beaucoup, ces augmentations de prix, elles sont pour détruire les petits clients et s'assurer que tout le monde utilise bien le client officiel. Mais selon ces chiffres et sur le mois de mai, il y a eu 62 000 téléchargements pour Apollo contre 1,5 million pour l'application officielle. Autant vous dire que cet argument, il tient pas vraiment, on va dire. Bon, maintenant, il va falloir voir si la grève d'aujourd'hui, elle porte ou non ses fruits, mais il y a fort à parier qu'elle dure dans le temps. En tout cas, on verra si elle change de décision ou pas, sachant que dans le cas de Twitter, il y a quelques années, ce changement de cap d'API, ça les avait pas trop touchés. Bref, comme j'aime à vous le dire, bien suite au prochain épisode. On poursuit avec des nouvelles un peu moins déconcertantes, car vous savez qu'Ubuntu fait un peu bande à part avec sa boutique d'applications qui s'appelle le Snap Store, et d'une manière générale, toute cette plateforme, elle s'appelle Snapcraft. Alors dans l'idée, ils ont annoncé vendredi qu'une fonctionnalité très intéressante et qui existe déjà sur l'App Store et le Google Play était déjà disponible, à savoir la possibilité de faire des déploiements progressifs. Et l'avantage, c'est que contrairement aux plateformes mobiles, vous pouvez donner un pourcentage précis comme 42% par exemple, alors que généralement ce sont des paliers prédéfinis. Et pour faire ces déploiements, il faut utiliser la ligne de commande, mais d'une manière générale, on ne peut que se satisfaire de cette nouveauté. Mais malgré tout, on ne peut que regretter une nouvelle fois qu'Ubuntu n'utilise pas Flatpak comme pourtant plein d'autres distributions Linux le font. On poursuit, et dans tout le brouhaha d'Apple la semaine dernière, Google en a profité pour sortir la 3e bêta d'Android 14 qui marque surtout la stabilité des API. Et comme d'habitude, on a un peu trop le nez sur les smartphones et les tablettes, mais cette version c'est enfin la première testable sur Android TV ou Google TV. Et d'ailleurs, cette version, elle n'est testable que sur émulateur, car auparavant Google fournissait des box de test qu'on appelle les ADT, mais la dernière en date, à savoir l'ADT3, elle n'est plus maintenue, et malgré des rumeurs sur une ADT4, il n'y a rien du tout, donc finalement c'est émulateur ou rien du tout pour cette Android 14. Et d'ailleurs, avant de voir les changements sur la version 14, de manière assez étonnante, Google a retiré l'image des émulateurs d'Android 13 pour les télés, car elle est, selon leurs termes, non recommandée, et c'est donc un peu étonnant, d'autant qu'ils ne précisent pas pourquoi. Mais bon, sur Android 14, on note que le package installer a une déclinaison particulière et qui change un tout petit peu visuellement parlant de la version pour mobile, mais mis à part ça, il n'y a rien de très nouveau. Côté changement graphique, je vous laisse aller voir les tweets de notre très cher ami Michel, mais dans le lot, il y en a quand même certains qui peuvent nous intéresser.
Déjà dans les options d'accessibilité, elles sont davantage mises en avant, ce qui devrait vous inciter à faire le nécessaire si ce n'est pas encore le cas. Il y a aussi différents modes d'économie d'énergie qui vous forceront à bien tout tester désormais, car typiquement en mode low, il n'y a plus de connexion réseau qui sera disponible en mode veille. Aussi, une bonne nouvelle, c'est que si les télécommandes disposent d'un bouton pour les favoris, Android Télé en tirera bien compte, mais vu que les guidelines de référence jusqu'à présent n'en faisaient pas part, il y a fort à parier que ça n'arrivera que sur les prochaines télés ou les prochaines box, mais ça pourrait donc dire que les utilisateurs y pourraient accéder plus rapidement à vos applis. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire, car en allant sur la doc officielle et en cherchant des API spécifiques à Android Télé, il n'y a rien du tout. Et il y aura donc à minima les mêmes choses que je vous avais déjà présentées. Mais bon, jusqu'à présent, Android 14, ça se présente pas vraiment comme une révolution, et ce serait vraiment étonnant que des grosses nouveautés arrivent maintenant que les API elles sont stabilisées. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez jusqu'à présent d'Android 14. Mais voilà, comme je vous ai dit, pas une révolution. Et voilà donc pour cette première partie qui était quand même assez conséquente. Et avant de continuer, vous le savez, on fait le petit détour par les actus en bref. On nous parle de crise, mais l'année 2022 a tout de même été la troisième en termes de revenus rapportés par la taxe sur la copie privée en France, avec 285 millions d'euros. C'est un peu moins qu'en 2021 avec 298 millions, mais on peut clairement dire que les ventes d'appareils électroniques se portent bien. Ensuite, après des différends autour de la vie privée, Google ne propose plus ses Street View en Allemagne depuis une bonne dizaine d'années. Mais le 22 juin, elles feront leur retour avec l'absence notable de la possibilité de revenir en arrière dans le temps. D'ailleurs, comme dans tous les pays, il sera possible de demander la suppression des photos pour des commerces ou chez des particuliers. Toujours chez Google, le télétravail n'est plus autant apprécié que par le passé, car le géant souhaite qu'au moins 3 jours par semaine soient effectués en présentiel. Mais pour forcer les employés à revenir au bureau, désormais en fonction du nombre de présences, les évaluations de performance en tiendront compte, et en cas d'un trop grand nombre d'absences, des mises à la porte seront prévues. On change de camp pour aller chez Apple, et faites attention si vos liens utilisent des queries, car automatiquement les applications Mail, Messages et Safari dans les prochaines versions des OS les enlèveront, ou en tout cas s'il s'agit de tracking. Et enfin, si vous en avez marre de la police utilisée dans votre IDE, Intel propose sa déclinaison nommée One Mono. Selon ses créateurs, elle se veut expressive, claire et lisible, bref, tout ce qu'on attend d'une police, et en plus, elle est gratuite. On reprend et on va évoquer deux IDE, sachant que le premier c'est VS Code qui a eu droit à sa mise à jour mensuelle, c'est-à-dire celle de mai. Tout d'abord, sur vos fichiers et dossiers sur votre workspace, vous allez pouvoir les marquer comme en read-only, ce qui vous évitera de faire des erreurs et qui peut tout à fait s'appliquer par exemple aux fichiers ou aux dossiers générés, comme par exemple les dossiers de type build ou output. Ensuite, un petit détail mais qui irrite parfois certains, c'est le fait que les onglets ont des largeurs différentes en fonction du nom du fichier, et bien maintenant vous allez pouvoir faire en sorte que tous soient bien égaux. La fonction de coller s'améliore aussi car vous allez pouvoir indiquer si vous voulez utiliser uniquement le chemin d'un fichier, afficher l'image avec du markdown ou alors le mettre en pièce jointe. Sur l'intégration Git ensuite, vous allez pouvoir indiquer quel est le nom de la branche à utiliser par défaut. En gros, si c'est pas main, vous allez pouvoir le définir. Et ensuite, côté GitHub Copilot, si vous avez accès à la fonction Copilot Chat, il n'y a plus besoin d'utiliser la déclinaison Insider de VS Code, mais cette version de mai, elle est tout à fait compatible. Et pour ce qui est des pull requests et des issues, vous allez pouvoir faire intervenir directement GitHub Copilot dans vos commentaires, et vous avez même une fonctionnalité expérimentale qui s'appelle Quick Question, et qui vous permettra de poser des questions à la ChatGPT, mais ce sera GitHub Copilot qui vous répondra à la place. Bon, comme d'habitude, je suis obligé de vous zapper beaucoup d'autres fonctionnalités, mais je vous invite à aller lire le changelog, car si vous utilisez VS Code, ce cru de mai, il est plutôt bon. Et je vous avais dit que j'allais vous parler de deux IDE, et le second c'est JetBrains Fleet, qui est le nouvel IDE sur lequel il travaille, et qui est à la fois une réécriture totale, et qui est une sorte d'IDE plus léger qui veut concurrencer VS Code. Et de manière assez régulière, ils le mettent à jour, et dans la version 1.19, il devient possible d'appeler une IA pour par exemple générer du code, mais contrairement à VS Code qui utilise GitHub Copilot, ici c'est l'API d'OpenAI qui est utilisée, associée à des modèles spécifiques de JetBrains. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour générer des messages de commit, expliquer des commits, générer de la doc, expliquer du code, ou encore avoir de l'autocomplétion super intelligente dans le terminal. D'ailleurs, ils font preuve de transparence sur la gestion du code envoyé, et bon, en gros, tout votre code, ou en tout cas une partie, sera envoyé à l'API d'OpenAI, mais selon eux, rien ne sera conservé sur leur serveur. Et l'autre info importante ici, c'est que les autres IDE de JetBrains, comme par exemple IntelliJ, auront bientôt accès à cette IA, mais ils précisent par contre que la gratuité, elle n'est que temporaire, en fait, le temps des tests. Et pour le dernier sujet du jour, je vous avais déjà dit que le gouvernement français voulait mettre en place une vérification d'âge sur les sites interdits aux mineurs. D'ailleurs, c'est bien le cas en France, mais d'autres pays veulent s'y mettre aussi, et autant sur l'aspect politique, on ne peut être que d'accord, autant sur l'implémentation, ça paraît assez dangereux, parce que par exemple, donner sa carte d'identité, ça pourrait potentiellement permettre de traquer vos habitudes, on va dire. Et c'est pour ça qu'en France, l'idée semblait plutôt de partir sur un acteur externe et indépendant, et bon, si en France c'est de cette manière, rien ne dit que ce sera finalement la même chose dans d'autres législations.
Et c'est pour ça que Critical Capital Partners, qui est le fonds qui détient notamment un gros site qui commence par un P et qui se finit par Hub, a finalement demandé quelque chose d'assez évident, à savoir que ce soit plutôt les systèmes d'exploitation qui gèrent ça, c'est-à-dire ici avec Apple, Google et Microsoft, et finalement pour les utilisateurs de Linux, ils iront se faire voir. Mais pour le moment, ce n'est que les débuts des discussions et ça semble assez difficile d'être prêt pour la fin de l'année comme ce sera demandé en France. Mais quand même, chose intéressante, sur iOS 17, il sera possible de se servir de son iPhone ou de son Apple Watch pour valider son âge, car l'équivalent de la carte d'identité aux États-Unis peut être dématérialisé dans Apple Wallet. Bref, c'est un sujet à suivre qui fait sens d'être géré au niveau de l'OS et qui pourrait peut-être un jour arriver pour nous sous la forme d'une API. D'ailleurs, peut-être que vous pensez à d'autres solutions que celle-ci pour vérifier l'âge tout en garantissant au maximum la vie privée, et surtout, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et voilà, c'était tout pour les infos de retour de ce week-end, et finalement, comme je vous l'ai dit, il n'y avait quasiment rien sur Apple aujourd'hui, car je sais que certains parmi vous en avaient un tout petit peu marre. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager autour de vous. Et sinon, quand même, pour petit rappel, demain midi, on fera un live avec un quiz où Fanny viendra vous poser plein de questions sur l'accessibilité pour vous aider finalement à vous améliorer. Pensez donc bien à mettre un rappel, mais bon, au pire, je vous le redirai demain matin. Allez, sur ce, passez une belle journée, une belle semaine, et bref, comme d'hab, je vous souhaite que le meilleur, et comme on dirait, rendez-vous demain, même heure et même endroit.